Le Cambodge. Un pays au paysage époustouflant, débordant de vie. Les forêts tropicales et les plaines verdoyantes abritent d'innombrables espèces. Le cœur du Cambodge est traversé par les eaux puissantes du Mékong. Le flux et reflux spectaculaire du fleuve entre saison sèche et mousson affecte toutes les formes de vie. Depuis les zones humides où l'on attend la crue annuelle du grand lac Tonlé Sap, tout comme sur les rives du grand fleuve, jusqu'aux limites des vastes plaines d'inondations, tous les êtres vivants doivent s'adapter aux incroyables changements saisonniers du Cambodge. Nous sommes en avril, le mois le plus chaud de la saison sèche au Cambodge. La brume matinale atténue la chaleur à venir. Le Mékong est à son plus bas. Ces prairies, à la limite du lit majeur au nord-est, n'ont pas vu de pluie depuis des mois. En milieu de matinée, l'air est étouffant. Pour la plupart des animaux, il est déjà temps de s'abriter. Certains ne connaîtront plus jamais la pluie. Mais le malheur des uns fait le bonheur des autres. Une silhouette familière apparaît presque immédiatement dans le ciel. C'est l'occasion rêvée pour un repas facile. C'est un corbeau qui arrive le premier. Il devra être rapide. En quelques minutes, une nuée tournoie dans le ciel. En vol, un vautour peut repérer une telle carcasse à plus de 6 km. Le corbeau semble ne pas arriver à percer la peau dure de la vache. De toute façon, il n'a plus le temps. Malgré la taille du repas, ces vautours ne voudront pas le partager, même entre eux. Déployer les ailes est une menace. Ce mâle tente d'éloigner les autres de son butin. De plus en plus d'oiseaux affamés arrivent sur place.
un mélange de vautour à long bec et de shogun. Pendant que la carcasse est encore fraîche, le plus facile est d'attaquer les zones plus tendres près de la queue. Mais il faut se battre pour les atteindre. D'autres passent par la tête, où il y a moins de demandes. Leurs longs coups déplumés sont parfaitement adaptés pour se faufiler dans tous les recoins de la carcasse. Leur capacité à fouiller avec autant d'efficacité permet aux vautours de survivre sans problème en période de sécheresse. Le plus difficile semble de se supporter les uns les autres. Les vautours doivent se disputer pour avoir accès à leur repas. Certains se battent, d'autres s'affrontent avec des menaces spectaculaires. Tout le monde semble sortir perdant de cette pagaille. Mais le chaos n'est qu'une apparence. Il y a une méthode dans cette folie. Une hiérarchie finit par se profiler et réguler l'accès à la carcasse. Les plus jeunes et plus faibles battent en retraite. Laissant les plus forts entamer leur festin. Mais la victoire n'est que de courte durée. Une seconde vague arrive. Ils doivent également revendiquer leur dû. Cette nouvelle arrivante se grandit autant que possible. Elle établit sa domination et gagne sa place sur la dépouille. Elle chasse un autre concurrent. Et de cette étrange démarche, elle affirme son autorité et retourne se nourrir. Mais les vautours ne sont pas des animaux patients. Il y en a toujours un pour couper la file d'attente. Malgré toutes les menaces et les disputes, les choses sont moins brutales qu'elles n'en ont l'air. Personne n'a intérêt à être gravement blessé. Les vautours sont en réalité des animaux très sociaux. Ils dépendent les uns des autres pour trouver à manger, et l'attroupement autour de la carcasse sert un but commun. Un chacal doré les surveille de loin. Bientôt, cette équipe agitée devra défendre son repas. Les charognards ont la belle vie lorsque le Mékong est à un niveau bas.
Depuis sa source dans l'Himalaya, le Mékong parcourt plus de 3000 km à travers l'Asie du Sud-Est avant d'atteindre le Cambodge. Il y commence un voyage de près de 500 km pour traverser le pays en son centre. La plupart des animaux du Cambodge attendent les pluies de la mousson et l'abondance qui suit avant de se reproduire. Mais dans les forêts qui longent le fleuve, un résident en particulier n'est pas troublé par le manque de ressources lors de la saison sèche. Ces roussettes de l'Aïle ont déjà commencé leur saison des amours. Elles peuvent élever leurs petits plus tôt dans l'année, grâce à leur capacité à adapter leur alimentation selon les saisons. Lorsqu'il n'y a plus de fruits, elles se nourrissent de nectar et de pollen. Les roussettes sont des chauves-souris uniques, car leurs yeux ne sont pas sensibles à la lumière. Elles peuvent donc être actives de jour comme de nuit. Alors que la plupart des chauves-souris se replient dans les grottes au lever du soleil, les roussettes se perchent en immenses groupes à l'extérieur. Elles profitent au maximum de l'ombre à disposition. Mais lorsque la chaleur d'avril est trop intense, elles ont une solution simple. Tout est dans les ailes. Elles s'en servent comme éventail. Mais ce n'est pas tout. Leurs ailes sont remplies de vaisseaux sanguins, comme les oreilles d'un éléphant. Chaque battement d'aile attire le sang dans les muscles. Plus le sang circule dans les ailes, plus elles perdent de chaleur, comme l'eau qui circule dans un radiateur. Certaines préfèrent une solution moins fatigante. Ce mâle laisse ses ailes pendre. Cela permet de dissiper la chaleur sans aucun effort. Ces roussettes sont des mères attentionnées. Elles n'ont pas le choix. Leurs petits s'agrippent à elles durant les premières semaines. Pas facile d'explorer la canopée avec un passager accroché à la fourrure. L'allaitement dans cette position nécessite une certaine coordination. Cette mère guide son petit affamé vers son tétin sous son aisselle. Ainsi, maman peut nourrir son petit tout en restant au frais.
Dans la fraîcheur du soir, les roussettes utilisent à nouveau leurs ailes, mais cette fois pour se réchauffer. En enveloppant ainsi leurs ailes autour du corps, elles réduisent leur circulation sanguine, ce qui permet de conserver la chaleur. Tandis que la nuit tombe, les roussettes deviennent plus actives. Leur temps est venu. Bientôt, la colonie disparaît dans la nuit pour se nourrir sur les rives du Mékong. Les vautours et les roussettes ne sont pas les seuls animaux à profiter de la chaleur. Les glaréoles orientales sont des oiseaux du désert australien qui migrent au Cambodge pendant la saison sèche. Malgré le manque de nourriture, elles choisissent de se reproduire à cette période, pendant que les prédateurs sont moins actifs. Les terres cultivées sont devenues un habitat presque idéal, car le bétail maintient la végétation sous contrôle et laisse des traces de sabots qui servent de nid pour les oiseaux. Toutefois, cette association avec l'homme comporte des risques. Les agriculteurs doivent pratiquer le brûlis. Le feu débarrasse le sol des mauvaises herbes et y rajoute des nutriments. Mais c'est un problème pour ces oiseaux qui nichent au sol. Ce couple vient de pondre ses œufs dans ce champ. Ils sont réticents à partir. Alors que les flammes se rapprochent, ils n'ont pas d'autre choix que d'abandonner leur nid. Mais tout n'est pas perdu. Le couple copulera à nouveau avant que la mousson ne vienne et qu'ils ne rentrent chez eux. Leur prochain nid aura de meilleures chances de survie. Les brûlis laissent la terre plus fertile. Les plantes poussent vite et attirent les insectes, qui pourront suffisamment nourrir le couple de glaréoles pour élever leur famille. De retour à la carcasse. L'agitation des vautours a attiré l'attention d'un intrus. Un chacal doré, l'un des plus redoutables prédateurs du Cambodge. Les chacals sont des opportunistes qui chassent souvent en solitaire. Celui-ci évalue ses adversaires. Les vautours sont toujours les premiers à s'accaparer une carcasse. Ils ont l'avantage des airs. Trouver une carcasse depuis le sol est bien plus difficile. Les chacals et autres charognards terrestres n'arrivent qu'en deuxième. Et les retardataires doivent se battre pour les restes.
bien qu'il soit largement dépassé en nombre, la faim l'emporte. Il charge et tente de chasser les vautours. Individuellement, ils n'ont aucune chance face au chacal. Mais ensemble, ils peuvent défendre leur butin. Autant de becs et de serres peuvent causer de graves blessures. Le chacal parvient à rompre leurs rangs. Et il attrape rapidement sa récompense. Mais cette opportunité ne va pas durer. Le chacal sait que les vautours ont la force du nombre. Il reste sur ses gardes avec raison. Il dévore avidement la carcasse. Chaque bouchée peut être sa dernière. Les oiseaux sont trop nombreux. Le chacal a battu en retraite et les vautours retournent à leur violent festin. Le chacal charge une nouvelle fois dans la masse de becs et de griffes tranchants. Il tente d'attraper un autre morceau. Mais pour chaque vautour qu'il chasse, 3 autres le remplacent. Le chacal n'a d'autre choix que d'accepter la défaite. Les animaux ne sont pas les seuls à souffrir durant la saison sèche. Le Mékong fournit du poisson à des millions de personnes qui vivent sur ses lacs et ses affluents. Mais l'abondance est saisonnière. Voici les maisons sur pilotis qui bordent le lac. D'habitude, l'eau atteint les planchers. Mais durant la saison sèche, le niveau peut baisser jusqu'à 6 mètres. Les poissons se font rares et la vie est dure pour les habitants. Les difficultés pour vivre en harmonie avec le cycle annuel du Mékong ne datent pas d'hier. Elles façonnent la vie du Cambodge depuis des siècles. Angkor Wat, la plus grande structure religieuse au monde et les derniers vestiges de la plus grande cité pré-industrielle de l'histoire. Elle était autrefois peuplée de près d'1 million d'habitants. Mais durant la saison sèche, il n'y avait pas assez d'eau pour tout le monde.
Leur solution se cache sous la jungle environnante. Une grande série de réservoirs et de canaux d'irrigation qui conservaient l'eau des moussons et des inondations saisonnières du lac Tonlé Sap. Bien qu'il ne reste que des ruines, les cycles saisonniers que ce peuple d'autrefois devait affronter affectent toujours les vies des hommes et des animaux du Cambodge actuel. Une fois débarrassés du chacal, les vautours sont tranquilles pour faire ce qu'ils ont de mieux à faire. Ces vautours sont surnommés gloutons à cause de leur voracité notoire. Leurs becs ne sont pas assez solides pour arracher les muscles des os. Et ils engloutissent donc de larges morceaux plus tendres. Un nouveau visage se montre bientôt. Leur cousin à tête rouge s'était retenu jusqu'ici. Ils attendent généralement que les gloutons aient ouvert la carcasse avant de se joindre au festin. Les vautours royaux possèdent des becs plus larges et plus forts que ceux des gloutons. On les surnomme les éventreurs. Leur bec est adapté pour atteindre des morceaux de la carcasse inaccessibles aux gloutons. Les deux groupes ont développé des stratégies pour exploiter les carcasses sans entrer en compétition directe. En tant que charognards, les vautours doivent profiter d'une telle opportunité. Si possible, ils vont jusqu'à se gaver au point de ne plus pouvoir voler. Ils conservent la nourriture non digérée dans ces grandes bajoues près de leur gorge nommées jabots. Une fois leur jabot bien rempli, les vautours se replient et glissent dans un état semi-conscient pour digérer. Certains ont tellement mangé qu'ils tiennent à peine debout. Ils ne sont pas prêts de décoller avant un petit moment. Après une bonne nuit de repos, les vautours sont prêts à reprendre leur festin. Il n'en reste pas beaucoup. Les vautours ne perdent plus de temps à se mesurer les uns aux autres avec des menaces. Maintenant, c'est chacun pour soi, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Cela peut sembler grotesque, mais les vautours jouent un rôle essentiel en maintenant leur écosystème en bonne santé. Ce recyclage des cadavres aide à réduire efficacement la propagation des maladies. L'acide très corrosif de leur estomac leur permet de digérer la viande putride qui pourrait empoisonner les autres animaux. Ce sont les poubelles incroyablement évoluées de la nature.
Les vautours de l'Asie du Sud-Est sont aujourd'hui gravement menacés. Le Cambodge abrite leur dernière population stable. Leur habitat correspond exactement aux régions où les fermiers laissent le bétail en liberté dans les forêts. Les vautours dépendent du bétail qui ne survit pas à cette vie en liberté. Grâce aux efforts de conservation et à cette tradition d'élevage, le nombre de vautours s'est stabilisé. Ces oiseaux ont un bel avenir devant eux. Le mois de mai annonce le grand changement saisonnier du Cambodge. D'abord, les pluies de la mousson arrivent. Mais ce n'est qu'un début. Un événement plus important encore se produit à des centaines de kilomètres de là, aux sources du Mékong dans l'Himalaya. La fonte printanière des neiges. Le Mékong accueille cette libération. Le fleuve s'écoule des montagnes et traverse la Thaïlande et le Laos avant d'atteindre le Cambodge. Il apporte la vie dans le paysage aride. Le puissant Mékong atteint finalement le lac Tonlé Sap, qui déborde dans les plaines d'inondations environnantes. Le paysage se transforme très rapidement. Des tissus végétaux morts durant la saison sèche se détachent dans l'eau et créent un environnement aquatique riche en nutriments. Les crustacés, les petits poissons et les insectes aquatiques arrivent les premiers. Et cet afflux attire de nombreux prédateurs. En quelques semaines, les plaines autrefois asséchées deviennent un paradis pour les oiseaux des zones humides. Les guêpiers attrapent les libellules, tandis que les hérons et les échasses blanches scrutent les eaux peu profondes. Les talèves sultanes descendent par centaines dans la région. Leurs longs orteils distinctifs répartissent leur poids pendant qu'elles parcourent des zones humides. Elles se nourrissent principalement de plantes, mais attrapent aussi de petits animaux, comme des mollusques, des insectes, des vers et même des rongeurs. Elles préfèrent se tenir sur une patte en mangeant, pour mieux tenir leur nourriture de l'autre. Elles vivent la majeure partie de l'année en grande nuée pacifique. Mais lorsque vient la saison des amours, les mâles commencent à se battre. Ils se disputent leurs compagnes et leur territoire.
Elles sont également connues pour attaquer et tuer les prédateurs qui s'approchent trop de leurs petits. Une fois unis, les couples se séparent en petits groupes pour se reproduire. Au sein de ces groupes, les sultanes vivent étonnamment en communauté. Tout le monde partage la responsabilité de s'occuper des petits. Les petits grandissent rapidement, ce qui permet aux parents d'avoir 2 portées par saison. À 2 mois, les jeunes sont assez grands pour participer à la vie du groupe. Ils apprennent à se protéger les uns les autres et aident même leurs parents à élever la portée suivante. Mais cette société utopique n'est pas sans problème. Un balbuzard rôde dans la région. Il peut s'en prendre aux poussins. Il y a peu d'endroits où se cacher. Et les sultanes ont développé une défense particulière. Elles affrontent leurs assaillants aériens dans une guerre psychologique. Tout en mangeant, elles montrent continuellement leur croupion blanc. Cette démonstration fait croire au prédateur qu'il a été repéré. Pensant qu'il a perdu l'élément de surprise, le balbuzard s'éloigne à la recherche d'une proie plus facile. Les poules sultanes sont moins bêtes qu'elles n'en ont l'air. Les eaux de crue du Mékong transforment les villages sur pilotis qui bordent le lac Tonlé Sap. Alors que l'eau continue de monter, les villageois passent à l'étage supérieur de leur maison spécialement conçue. En quelques semaines, les pilotis sont complètement submergés. Tout au long de la saison des pluies, le Tonlé Sap grandira jusqu'à 5 fois sa taille originale. Il finira par couvrir 1/5 du pays. Les eaux de crue sont remplies de poissons qui partent se reproduire dans le lac. Grâce à cette abondance annuelle, le Tonlé Sap est considéré comme le cœur de la nation. Tandis que le lac s'étend dans les plaines d'inondation, l'eau transforme lentement le paysage alentour. Cela donne lieu à des zones humides et des forêts submergées, l'endroit rêvé pour l'accouplement des poissons. Plus de 500 espèces de poissons vivent dans la région. Les arbres au-dessus d'eux abritent de nombreux macaques. Ces femmes s'enfoncent profondément dans la forêt inondée. Elles y retournent tous les jours pour vérifier les pièges qu'elles laissent la nuit.
mais impossible de le faire depuis le bateau. Sous l'œil attentif des macaques, les femmes récupèrent leur prise. Le poisson est si important au Cambodge que la monnaie locale porte le nom d'une petite carpe qui constitue le régime de base de nombreux habitants, le riel. Les zones humides du Cambodge sont idéales pour la faune ailée. Une espèce en particulier se démarque des autres. La grue antigone. Au début de la saison des pluies, elles sont encore dans leur territoire d'hiver, plus au sud du Mékong. Elles ne migrent au nord pour se reproduire qu'une fois que les zones humides du Tonlé Sap sont suffisamment profondes pour protéger leurs petits des prédateurs. Pour l'instant, elles coulent des jours tranquilles. Après la toilette du matin, c'est l'heure de manger. Les grues antigones mangent tout ce qui bouge. Insectes, crustacés, petits poissons et amphibiens sont tous au menu. Ces oiseaux magnifiques restent fidèles à leurs partenaires et peuvent vivre jusqu'à 80 ans. Durant la saison des amours, les couples ne tolèrent pas la compagnie des autres. Mais pour l'heure, avant de migrer au nord, elles se rassemblent en groupe. C'est une période de rare harmonie entre ces grues. Rester groupés ainsi réduit les risques d'attaque de prédateurs. Il y a toujours quelqu'un pour surveiller. Malgré l'harmonie, une nuée de cette taille nécessite de l'organisation. Elles se nourrissent dans un ordre strict pour maintenir l'ordre. Le groupe cherche à se nourrir. Les oiseaux dominants sont en tête. Les plus petits suivent derrière. Tandis que les semaines passent et que la saison des amours approche, l'humeur du groupe commence à changer. Les oiseaux se tolèrent de moins en moins. Et les esprits s'échauffent. Ces oiseaux sont impressionnants. Ils peuvent atteindre 2 mètres de haut. Et leurs ailes ont une envergure de 2,50 m. Cette chamaillerie n'est qu'un avant-goût des affrontements à venir. Bientôt, les grues partiront au nord, vers leur terrain de reproduction au Tonlé Sap, pour se disputer leurs partenaires. Autrefois répandues dans toute l'Asie du Sud-Est, les grues antigones sont aujourd'hui gravement menacées. Le Cambodge est l'un de leurs derniers refuges. Leur survie dépend de la protection de leur habitat durant la saison sèche et la mousson.
Le gouvernement cambodgien a développé un programme de conservation qui encourage les habitants à les aider, grâce à une étonnante solution naturelle. Les buffles, en broutant, aident à garder l'herbe courte et maintiennent ainsi un habitat idéal pour ces oiseaux en danger d'extinction. À la tombée du soir, les grues retournent à leur perchoir dans les arbres alentours. Bientôt, elles s'envoleront pour la dernière fois en direction du Tonlé Sap pour se reproduire. L'eau occupait et occupera toujours une place de choix dans l'esprit des Cambodgiens. Pour les animaux qui vivent ici, les rivières et les lacs sont tout aussi essentiels. Dans les mois à venir, les eaux de crue du Tonlé Sap reculeront peu à peu et les grues repartiront au sud. Et tandis que la saison sèche approche, les glaréoles reviendront d'Australie pour se reproduire. Et les roussettes pourront à nouveau élever leurs petits. De saison en saison, d'année en année, la vie de ces terres est dictée par le Mékong et son flot cyclique. Ce fleuve puissant est véritablement le lien vital qui rassemble tous les êtres vivants de cette région.